Bonjour Frédéric, nous sommes ravis, Joséphine et moi, de te recevoir dans cette émission. Tu es la première femme présidente du Conseil national de la médiation. En tant que magistrate, est-ce que tu accepterais de nous présenter un petit peu ton parcours qui est assez exceptionnel? Merci Barbara, merci Joséphine de m'accueillir dans cette émission. Alors en effet, je suis magistrate depuis bientôt 40 ans. J'ai alterné des fonctions juridictionnelles au parquet et au siège et des fonctions plus administratives en juridiction, mais également en administration centrale, dans les ministères. Je suis aujourd'hui plutôt généraliste, tendance civiliste et je dirais même tendance famille. Et sur le tard, je suis plutôt moins provinciale que parisienne, avec quelques incursions dans des juridictions de petite et de grande couronne. Et puis surtout, j'ai un vrai intérêt au terme de ce parcours pour toutes les questions qui touchent à l'administration de la justice, que j'ai eu la chance de pouvoir aborder, soit comme secrétaire général d'un grand parquet, soit comme chef de service de juridiction importante ou comme chef de juridiction. Et surtout, dans la biographie que tu m'as remise pour préparer cette émission, j'ai remarqué quelque chose qui, évidemment, m'a, j'irais presque fascinée dans un CV. Tu as indiqué une petite section qui est marquée, enfin qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, qui est marquée « Intérêt pour le développement de l'amiable ». J'ai trouvé ça, mais d'une telle évidence, en fait. Et je souhaiterais, si tu le veux bien, que tu nous en dises plus, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien l'amiable, finalement, le parcours d'un magistrat du siège ou du parquet, on pense forcément que ça s'effectue au travers uniquement du contentieux et on ne voit pas tout le champ, d'autant plus qu'avant, il n'y avait pas toutes ces statistiques pour finalement comprendre tout le champ de l'activité du magistrat sur l'amiable. Est-ce que tu accepterais de nous en dire plus ? Alors comme tous vos invités, j'imagine, moi aussi j'ai été gagnée par le virus de l'amiable, en commençant par le virus de la médiation. Alors je ne fais pas partie des pionniers de la médiation, puisque finalement, quand je réfléchis, ça n'est que dans les années 2010 que j'ai été contaminée, grâce à une collègue qui est très investie dans le développement de l'amiable au tribunal de grande instance de notaire et qui avait été formée à la médiation. J'ai été contaminée donc par elle, mais également par les échanges avec les partenaires de cette juridiction qui étaient très investis, avocats, notaires, huissiers, qui étaient très actifs, même si à l'époque la concorde entre ces professions, quand on parlait de médiation, n'était pas au rendez-vous. Et suite à quoi je suis devenue pour ma part une prescriptrice active de médiation. J'ai eu la chance d'être soutenue par mes chefs de juridiction, président de tribunal de grande instance ou chef de cour. Et donc je suis devenue effectivement convaincue, donc prescriptrice de médiation, que ce soit en première instance, en appel et même à la Cour de cassation. Alors quels enseignements j'en tire aujourd'hui sur le parcours ? D'abord, j'ai effectivement des convictions et puis effectivement quelques enseignements. Convictions tout d'abord de juge. Je pense que la médiation en particulier, l'amiable en général, est ou doit être et est devenue aujourd'hui un mode de plein exercice du règlement des différends. On ne parle plus de modes amiables, un mode adapté, une fonction du juge en quelque sorte. Je trouve que l'amiable redonne du sens au métier de juge et singulièrement du métier de juge civiliste. On arrête, comme on dit, certains de nos grands prédécesseurs, d'apporter des réponses mortes à des questions mortes, et ça, c'est notamment le cas des juridictions, il peut y avoir des stocks importants. C'est un processus qui permet d'ouvrir le champ des possibles, tant sur la façon dont on va mettre l'affaire en état que sur les solutions. Et puis c'est aussi un mode qui redonne tout son sens à des choses auxquelles nous sommes attachés mais qui ont disparu, qui étaient notamment la valeur de l'oralité. Oui. Et puis, ça permet de donner un sens effectif à ce principe qu'on aime beaucoup maintenant, c'est la proportionnalité procédurale. Voilà, donc ce choix, cette possibilité, cette option de l'amiable permet de retrouver tout ça. En tant qu'administrateur de justice, je pense que l'offre de justice doit être plurielle et que l'amiable en fait partie. L'amiable participe à l'accès au droit. Je rappelle toujours un texte que j'aime bien du Code de l'organisation judiciaire qui est que le service public de la justice concourt à l'accès au droit. Exactement. Et donc l'amiable en fait partie.
Et puis, l'amiable à l'ombre du juge ne se substitue pas au contentieux. Il s'y ajoute, et si j'ai une conviction, c'est qu'il faut absolument que les deux jambes puissent fonctionner en même temps. C'est-à-dire l'amiable ne s'imposera, ne fonctionnera bien que si à côté, le contentieux fonctionne tout autant, de façon à ce qu'il puisse y avoir cette balance. Alors plus largement, quels enseignements en termes de mon parcours? Je pense à l'importance, vous vous rappelez cette collègue qui m'avait marqué, mais il y en a bien d'autres, tous nos collègues, tous nos précurseurs. Je pense à l'importance pour contaminer les autres de la force du témoignage et de l'exemple. L'expérience. Bien évidemment, l'importance de la formation. Et alors, c'est pas évident qu'il faille former les médiateurs, mais je pense qu'il y a une formation essentielle qui est celle des prescripteurs de médiation. On ne forme pas un prescripteur comme on forme un médiateur ou comme on forme un accompagneur avocat. Et je pense que la prescription de médiation, ça nécessite une formation parce que les éléments de langage doivent être spécifiques. On ne prescrit pas pareil en première instance, en appel ou à la Cour de cassation. On n'utilise pas les mêmes canaux de communication. Bien évidemment, autre enseignement, c'est que tout ceci ne fonctionne que si c'est un travail partenarial. Je crois beaucoup à l'huile de coude, à l'implication du juge, mais il ne peut rien tout seul et que c'est un travail collectif avec les avocats au sein d'un territoire donné, puisque le déploiement de la médiation peut être à Agen, à Colmar ou à Versailles n'est pas le même qu'à Paris, Perpignan ou à Caen. Rôle essentiel du juge qui doit conserver son impérium mais aussi son humilité. Il ne sait pas mieux que tout le monde pourquoi on n'a pas réussi une solution à l'amiable, mais c'est parce qu'il le propose qu'éventuellement il peut débloquer. Et pas d'angélisme, parce que certes, si on a des objectifs d'arriver, comme certains pays, à évacuer 80 des affaires inscrites au rôle, ne nous fixons pas des objectifs démesurés pour l'instant. Il faut y aller. L'amiable n'est pas la solution, n'est pas la seule solution possible. Et là encore, il faut constater qu'il y a des affaires qui sont indissolubles et qui appelleront une intervention contentieuse du juge. Oui, c'est vraiment le sur-mesure que nous prônons de toute façon. Effectivement, un pas après l'autre. Et c'est justement ces convictions, le fait d'avoir été touché par l'amiable, comme tu le dis, qui t'a poussé à t'engager d'une certaine manière et donc à devenir, on l'a dit, la première présidente du Conseil national de la médiation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le CNM? Quelles sont ses fonctions? Quelles sont ses missions? Alors, le Conseil national de la médiation, donc le dernier arrivé dans la cour, dans cette galaxie, dans cet archipel de la médiation, il a été, vous le savez, créé par le législateur dans une loi qui répond au non prédestiné, la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire du mois de décembre 2021. Et sa composition, enfin son mode de fonctionnement, sa composition et la désignation de ses membres se sont faits dans la foulée en octobre 2022 et puis en mai 2023. Alors le CNM, c'est une instance de proposition, d'avis et de recommandation. Ce n'est pas une instance de régulation, ce n'est pas une instance de gouvernance. Il est chargé de proposer et de faire des avis, des recommandations pour améliorer la médiation. C'est une instance que le législateur et ensuite le ministère de la Justice a voulu plurielle, à l'image des médiations et des médiateurs qui existent désormais. Alors on pense bien évidemment à la médiation judiciaire et civile, mais le CNM participe, les représentants des juridictions administratives, la médiation de la consommation, le délégué du défenseur des droits. Donc toutes les médiations, toutes les pratiques de médiation, quelles qu'en soient leurs origines, quels qu'en soit leur processus, sont représentées au sein du Conseil national de la médiation. Et je crois que c'est ce qui confère une grande originalité à cette instance par rapport peut-être aux instances des pays voisins qui nous auraient précédés. Le CNM, c'est 27 membres. C'est beaucoup. 3 directeurs d'administration centrale, 5 juges judiciaires et administratifs de première instance, d'appel et de la Cour de cassation, les partenaires de justice avec lesquels il est indispensable de travailler, les juges, les avocats, les huissiers, mais également un représentant, le président de la commission de médiation de la consommation, le représentant du délégué des défenseurs des droits, dont on se rappelle qu'il est né sous le titre de médiateur de la République, un représentant de la caisse d'allocation familiale, 4 personnalités qualifiées au sein desquelles on trouve notamment des universitaires très investis et de longue date sur la promotion de l'amiable, et les représentants de 9 associations, là encore avec un panel qui reflète la diversité des pratiques de médiation. Les associations de médiation familiale, les associations de médiation civile et commerciale, et les associations de médiation
territoriales, le club des médiateurs de services au public, avec toutes ces médiations qu'on appelle chez nous institutionnelles qui se sont développées et qui ont des résultats tout à fait intéressants. Alors pourquoi une conseillère à la Cour de cassation à sa tête? C'est d'abord parce que c'est le texte qui le prévoit. Le CNM est présidé en alternance par un conseiller d'État ou un conseiller à la Cour de cassation. Donc nous avons été très heureux de voir que la première présidence avait été confiée à un magistrat de l'ordre judiciaire, et en l'occurrence à moi, qui est donc été proposé, et je lui en suis très reconnaissant, par Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation. Ce que je vois dans cette désignation d'un magistrat d'une des juridictions suprêmes, c'est l'importance dont je suis convaincue qui, pour le développement de la médiation, doit être celle du ministère de la Justice. Et que je pense que cette implication du ministère de la Justice aura aussi des effets sur le développement de la médiation conventionnelle. Conseiller à la Cour de cassation, mais j'ai la chance d'être épaulée par deux formidables vice-présidentes qui reflètent aussi cette diversité du CNM. Myriam Baquet, qui a été élue par les associations et qui représente l'association Médiation 21, mais qui est la première vice-présidente du CNM désignée à ce titre par la loi, et Christiane Ferrell-Schul, qu'on ne présente pas, qui est désignée par le CNB et qui concilie à la fois sa grande expérience du monde des avocats et sa casquette de médiatrice confirmée. Donc voilà pour cette instance qui a commencé à travailler il y a 6 mois. Formidable. Et justement, quels sont les chantiers pour l'année 2024 que le CNM va mettre en place? Et est-ce que, puisqu'on en parle beaucoup du statut du médiateur, est-ce que le CNM a déjà des pistes de réflexion à ce sujet? Alors la loi a fixé 4 missions au Conseil national de la médiation, des missions que j'appelle un peu fléchées, précises. La première, établir un recueil de déontologie. La seconde, établir des référentiels de formation des médiateurs. La troisième, améliorer les conditions d'inscription sur les listes. Et puis enfin, une dernière, qui je crois est la première dans les textes, mais qui est faire toute proposition de nature à améliorer la médiation. Alors, pas très original, dès qu'on s'est réunis, on a mis en place 4 groupes de travail qui recouvrent à peu près ces thématiques: la déontologie, la formation, les listes. Et puis au titre de la dernière mission un peu plus large, nous avons également mis en place un groupe de réflexion qui a pour mission de faire un petit peu l'inventaire, nous sommes français, nous aimons beaucoup les textes, de tous les textes qui seraient utiles pour améliorer le dispositif existant. Et un autre groupe qui est chargé aussi de travailler sur ce sujet qui, moi, me paraît fondamental, qui est celui de l'évaluation en bout de course. Pourquoi nous faisons-nous tout ça? Pour qui? À quelle fin? Donc c'est à la fois l'élément statistique, mais aussi l'évaluation. Qu'est-ce que ça apporte à nos concitoyens? Quels sont les effets qualitatifs notamment? Alors ça a été mis en chantier. Nous travaillons en lien avec les ambassadeurs de l'amiable, oui. Je crois que vous avez ou que vous allez recevoir, dont deux des membres du CNM sont d'ailleurs ambassadeurs de l'amiable, ce qui permet de faciliter les liens. Alors, statut du médiateur. Quand on dit statut, on pense à profession réglementée, pourquoi pas, mais peut-être à ce stade, évoquons plutôt les notions de métier de médiateur ou d'activité de médiation. Et la réflexion du CNM, c'est plutôt d'essayer de faire des propositions sur les conditions à poser pour que l'exercice de ce métier ou de cette activité garantisse à nos concitoyens une intervention de qualité, quel que soit le domaine dans lequel il intervient, intervention de qualité, conforme aux valeurs de la médiation, liberté, principe liberté des parties, confidentialité, indépendance et impartialité du médiateur, diligence et ceux qui l'interviennent dans un cadre conventionnel, sur incitation de justice, voire, puisqu'on s'oriente maintenant aussi vers le développement de médiation préalable obligatoire, oui. Sur injonction ou sur obligation de la loi. Alors notre motto, je dirais, et j'y suis bien aidée avec mes deux vice-présidents, puisque nous travaillons en triumvirat, c'est essayer à la fois d'allier pragmatisme et rythme. Il nous faut à la fois du temps pour réfléchir, mais en même temps faire des propositions, et nous en avons déjà faites. Essayer de travailler sur le plus petit commun dénominateur de toutes ces nouvelles formes de médiation, travailler sur ce qui nous rassemble et non pas sur ce qui nous différencie. Et il y a des choses qui nous rassemblent. Réfléchir à tout ce qui peut améliorer le dispositif actuel, essayer de trouver
des solutions aux problèmes et pas l'inverse. Et puis réfléchir aussi dans ce cadre-là à une médiation pour tous, un service public de l'amiable. Et là, je dis service public de l'amiable en essayant de lier médiation et conciliation, et disposer disposer d'une boîte à outils pour savoir d'où on part en 2023, pour savoir où on sera avec tous ces efforts collectifs en 2025 pour mieux évaluer le chemin parcouru. Alors le mandat du premier CNM, c'est 3 ans, ça passe vite. Donc nous avons déjà, lors de notre dernière séance plénière, émis des propositions pour améliorer la connaissance, une série de propositions pour améliorer la connaissance par le public et par les acteurs dont le ministère devrait se saisir. Nous avons sollicité aussi le soutien des services d'inspection pour mettre en place un dispositif statistique à la fois de la médiation civile et conventionnelle et l'améliorer au fur et à mesure. Nous espérons avoir des propositions réglementaires pour le mois de mars. Formidable. Un premier chantier sur la déontologie au mois de juin. Et puis, la grande ambition, des premières réflexions sous forme de propositions sur les référentiels de formation pour septembre. Voilà, donc ce sera beaucoup de travail, mais les membres du CNM sont passionnés, investis. Alors c'est une instance de proposition qui travaille avec son huile de coude et ses convictions, mais finalement, est-ce que c'est pas comme ça qu'on avance ? Ah, j'en suis persuadée. On n'en doute pas. Alors Frédéric, nous avons une petite tradition dans cette émission qui est celle de demander à nos invités d'apporter un cadeau pour le public, qui peut être une citation, un conseil, quelque chose à transmettre que tu souhaiterais partager avec nous. Bien, ce serait plutôt un message de mon expérience, qui moi est une expérience de prescriptrice, qui est que finalement la médiation, ça n'est peut-être pas toujours le moment, mais finalement il n'est jamais trop tard pour proposer aux parties de se mettre à 3 pour essayer à 2 de parvenir enfin à trouver le champ, à élargir le champ des possibles. Magnifique. C'était le thème de mon mémoire. La médiation peut-elle être un échec ? Comme quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci Frédéric de ce partage. À bientôt pour une prochaine émission.